Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast officiel des Cahiers du Catch. Toutes les semaines, on regarde pour vous Monday Night Raw, l'émission majeure de la WWE. Et on vous décortique ça, on vous résume ça, on vous analyse ça. Avec moi, pour m'accompagner ce soir, une belle brochette de spécialistes. L'étonnant Amiral Ambar. Salut Ringside, salut tout le monde. Salut. Et c'est tout, puisque on revient à cette bonne vieille formule de personnes pour une émission. C'est très très bien. Voilà, on fait pas 4 comme à SmackDown, non. Voilà, 4 c'est beaucoup trop. 1 c'est pas assez. Au podcast comme en amour. Ça fait un bon t-shirt ça. 1 ouais, c'est pas assez en podcast comme en amour. C'est ça. Donc 35e épisode de Catch Up, c'est presque un anniversaire. Et ce soir, on va parler du Monday Night Raw du 19 décembre, qui se passait à Columbus, dans l'Ohio. Alors, Columbus, Ohio, qu'est-ce qu'on peut en dire? Peut-être que pendant la guerre de sécession s'y trouvait le plus grand champ de prisonniers de guerre du nord du pays. Est-ce que c'est pas mal ça? Ouais, c'est une bonne info. Et ce Monday Night Raw, donc, qui se passait à Columbus, Ohio, c'est au lendemain du dernier pay-per-view de l'année, Roadblock End of the Line. Alors rapidement, les résultats de Roadblock. Rusev a vaincu Big Cass sur des comptes extérieurs. Sami Zayn a survécu 10 minutes face à Braun Strowman. Rollins bat Chris Jericho malgré ou à cause d'une intervention de Kevin Owens, comme vous le souhaitez. Rich Swann conserve son titre de Cruiserweight. Les New Day ont perdu leur titre, une défaite historique face à Sheamus et Cesaro. Charlotte a récupéré le titre féminin au terme d'un Iron Man match dantesque, 2-3 le score final en barre subite. Kevin Owens a conservé son titre suite à une intervention de Chris Jericho qui a entraîné la disqualification de Roman Reigns. Kevin Owens, champion de l'univers, donc toujours. Et si vous voulez avoir tous les détails et une review complète de Roadblock End of the Line, eh bien c'est disponible aussi par Catch-Up. C'est ça, exactement. Si vous êtes abonné, vous êtes déjà au courant. Et si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abonner. Il est temps. Ouais. Alors, comment ça démarre ce show? Ça démarre par Kevin Owens et Chris Jericho qui sont réconciliés. Donc Kevin Owens a gagné, il a conservé son titre. Y2J a perdu, mais c'est pas bien grave. Ils arrivent au ring et Kevin Owens nous explique qu'il était prêt à tout pour garder son titre et même à se prendre un code breaker de la part de Chris Jericho, son meilleur ami, mais c'était de toute façon moins douloureux de se prendre un code breaker que de perdre son meilleur ami, de voir cette amitié se terminer. Chris Jericho, lui, nous explique que de toute façon c'était son plan depuis le début. Il devait se jouer de tout le monde pour faire croire que l'amitié était finie. Il devait même se jouer de Kevin Owens. C'est pour ça qu'il avait été aussi méchant. Et il lui offre The Hug of Jericho. Un petit câlin entre amis. Chris Jericho enchaîne en critiquant le Père Noël, parce que c'est un peu le Monday Night Raw de Noël. Parce qu'il explique que le Père Noël, qu'est-ce qu'il fait? Alors il met des gens sur sa liste, etc. Est-ce que c'est pas un peu est-ce qu'il n'a pas un peu piqué la gimmick de Chris Jericho, ce Père Noël? Et qu'est-ce qui se passe quand on pique la gimmick de Chris Jericho? Qu'est-ce qui se passe? On se retrouve. Alors, je pense qu'on se retrouve sur la liste, mais là, il y a le general manager qui débarque, Mick Foley. Parce que c'est pas possible, on peut pas se moquer comme ça du Père Noël. C'est pas dégueulasse, c'est pas chrétien, c'est pas charitable. Il explique que Y2J n'a pas été sage, que ça le Père Noël le sait, parce que le Père Noël il voit tout. Mais il explique qu'ils ont déjà été punis à Roadblock. Il nous remontre un peu des images de cette punition qu'ils ont reçue, parce qu'ils se sont fait tabasser par Seth Rollins et Roman Reigns après le match. Donc Kevin Owens est furieux, parce qu'on le montre le passage où il se fait exploser à travers la table des commentateurs. Il explique que ça aurait pu mettre fin à sa carrière. Alors on a quand même des blagues sur les. Faut noter que Mick Foley est habillé d'une manière vraiment
Dégueulasse, hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. Il portait un espèce de t-shirt. Un t-shirt à manches longues de Père Noël, mais avec des faux tatouages sur les bras, comme si c'était Voilà, un biker, un Père Noël biker, en fait, un t-shirt de Père Noël biker. C'était horrible. Avec des fausses poitrines poilues, le tout sous une veste en cuir dégueulasse et avec un bas de jogging crasseux. Et une grosse banane. Vous savez, des bananes, un gros sac banane. Dans les 90, qu'on mettait autour de la taille avec, c'est pratique, mais c'était horrible et moche. Bah voilà. Voilà, exactement. Donc voilà, on se fout un peu de la gueule des fringues de Mick Foley. Un Mick Foley qui prend ça bien. Il dit, écoute, tu peux, regarde, si t'as beau être habillé comme un con, Chris Jericho, tu peux pas être plus habillé dégueulasse que moi. Il se revendique un peu de ce costume dégueulasse. Donc il nous annonce notamment qu'il y aura un match à Royal Rumble, que c'est booké, Roman Reigns contre Kevin Owens, à nouveau pour la ceinture de champion de l'univers. Il y aura une stipulation assez spéciale, assez originale. Chris Jericho sera enfermé dans une cage pour protéger des requins. Je sais pas comment on appelle ça, une cage spéciale là, qui sera suspendu en haut du ring pour éviter toute interférence de Chris Jericho, parce qu'une fois qu'il sera enfermé là tout en haut, il pourra plus rien faire. Chris Jericho, il est pas très content parce qu'il a peur de l'altitude, hein. Donc il est en panique, hein, complètement. Mick Foley va faire une petite chip hop qui va complètement botcher, hein, c'est-à-dire qu'il dit je suis content d'être là à Pittsburgh, alors qu'en fait il est à Columbus. Bon, il réussit à rattraper le coup quand même, voilà, c'est pas bien grave. Mais... Jericho qui dit d'ailleurs que tout le monde sait que Pittsburgh est bien mieux comme ville que Columbus. Donc, ouais, c'est lui ça. Il ne botche pas sa hit de heal. Hein. Exactement. Voilà, même s'il se plante, ça reste plutôt sympathique. Donc là-dessus, bon, on a un petit moment comique là où Chris Jericho il arrête pas de râler, il dit mais c'est pas sûr, regarde-moi cette structure là, moi j'ai peur, je veux pas monter là-dedans, puis il finit par rentrer dedans quand même pour la tester. Et là, Mick Foley, il finit par l'enfermer. Kevin Owens essaye de lui dire sors, mais c'est trop tard. Mick Foley il teste le cadenas, et puis après il explique que rassure-toi, Chris Jericho, tu t'enlèveras pas, tu seras pas élevé au-dessus du ring tant que je lancerai pas le signal qui est de lever la main comme ça, mais je le lancerai pas avant le Royal Rumble. Mais en même temps il fait le signe et puis la cage commence à s'élever. Voilà, Chris Jericho qui est enlevé en haut du ring. Il y a toute une séquence aussi où Mick Foley cherche la clé de la cage, où il fouille donc dans son sac banane et il sort plein de trucs ridicules comme des badges de Père Noël, des trucs de gamin, et puis notamment son dentier à un moment donné, ça c'est rigolo. Kevin Owens dit mais c'est tes dents, mais c'est dégueulasse, dégage cette merde. Il sort aussi un vieux portefeuille de Dudley Love. Et à chaque fois qu'il sort toute sa banane, il y a Kevin Owens qui lui lance une vanne. Ce moment est vraiment marrant. Ouais. Beau festival de comédie. Et donc ça se termine avec Y2J qui est accroché en haut du ring. Mais après on retrouve quand même Y2J dans les vestiaires avec Kevin Owens, et puis apparemment il fait une crise d'asthme, hein. Chris Jericho il a eu vraiment peur du vide. Voilà, dis-moi rapidement qu'est-ce que t'as pensé de cet opener avant qu'on passe à la suite. C'est un opener très fun, donc ok, ça c'est consommé. Chris Jericho et Kevin Owens sont deux renouveaux meilleurs amis, donc voilà, ça marche bien. Ils reviennent vers ce côté, on est buddies, on est friends, et l'amitié est plutôt cool. L'échange avec Mick Foley était aussi un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut avouer le truc quand même à la cage là, cette stipulation. Ils l'ont fait il y a pas longtemps à NXT au dernier Takeover, où ils ont mis Paul Ellering, donc le manager d'une équipe, une tag team en ce moment qui a gagné donc d'ailleurs la finale du tournoi de Styro classique. Et donc ils avaient les auteurs of Pain. Et donc ils avaient mis comme ça le manager d'Author of Pain suspendu dans cette cage au-dessus du ring. Donc ok, donc là c'est bon, ils ont un jouet à vendre, hein. Voilà.
Hein, ils ont joué avec la cage en requin, là, un petit ring avec la cage au-dessus pour les gosses. C'était un truc qu'ils avaient fait dans les années 80 qui revendent. C'est ça, c'est ressorti, il y a des pubs, donc forcément c'était Voilà. pour le légitimer, je ne sais pas. Bon, en tous les cas, ça annonce un match à Royal Rumble. Donc Kevin Owens contre Roman Reigns, qui visiblement ne défendra encore pas une fois sa ceinture américaine. Ouais. Est-ce qu'il sera champion d'ici Voilà, non, là? mais On verra on verra bien. bien. Et donc du coup, en essayant d'éviter à ce que Jericho intervienne, donc on verra ce que Kevin Owens sera capable de vaincre Roman Reigns en réglo. Ça sera une autre histoire, mais en tous les cas, un segment assez fun. Voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, ce serait cool que Jericho reste dans la cage avec un micro durant tout le show à commenter. Ouais. Ça, j'ai eu la Je me même suis dit, idée. Hein. ah, Je me suis dit, là, s'il va pas rester tout et le oui, fond en haut, ça va être génial. Et sauf qu'en fait, quand la cage monte, on le voit lâcher le micro, donc on sait qu'il aura pas de micro dans la cage. Ouais. Ça, c'était un petit acte manqué là-dessus. Ouais, mais bon, c'était n'importe quoi, mais c'était rigolo. Et puis, voilà. Chris Jericho, Kevin Owens, c'est toujours marrant. Et c'est toujours eux, un petit peu les. Comment dire, la colonne vertébrale de ces Monday Night Raw. Kevin Owens l'a dit, hein, il est un trésor national. C'est ça. Il l'a dit plusieurs fois pendant la promo, ça c'est fun. Ah, il est très bon. L'ego surdimensionné, ouais. Alors, on va passer à la suite. Alors bon, on va pas le faire en chronologique ce Monday Night Raw. On va faire un trick par un trick parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. On mélange un peu les cartes à nouveau hein, après ce roadblock. Par contre, ça va être la suite de ce qui s'est passé à roadblock justement. Enzo et Cass et la revanche. Big Cass contre Rusev. Donc petite promo de Soft hein, qui arrive au ring avant Rusev en expliquant que Rusev est un lâche. Ils commencent à partir pour leur petit speech habituel, mais ils sont coupés par Rusev qui débarque. Le match est encore une fois assez court. Parce que c'est presque un non-match, hein, puisque Big Cass est complètement déchaîné, il va enchaîner les coups de poing, les coups de pied sur Rusev qui arrive pas à se défendre, il va coincer Rusev dans le ring et continuer à le passer à tabac, mais il n'écoute pas les ordres de l'arbitre qui lui demande d'arrêter parce que Rusev est dans les cordes, donc il faut arrêter de le taper quand il est dans les cordes. Et au final, il arrive ce qui doit arriver, il se fait disqualifier, Big Cass. Donc une nouvelle victoire de Rusev, donc cette fois sur disqualification, après une victoire sur des comptes extérieurs à Roadblock. Alors un peu plus tard dans l'émission, hein, ça se termine par là pour la Tip Soft. On retrouve Big Cass et Enzo dans les vestiaires, donc ils sont en train de discuter et Big Cass explique que voilà, il l'avait mérité, c'est pas grave s'il a perdu le match, Rusev il méritait de se faire passer à tabac. Et Big Cass reproche à Enzo d'être trop sensible hein, parce que Enzo lui dit t'aurais pu faire attention quand même, t'as été un peu loin, etc. Et Enzo il reçoit un courrier en main propre, un recommandé, et il apprend qu'il doit participer à un cours de sensibilisation suite à sa petite séance d'exhibitionnisme hein, qui avait eu lieu il y a quelques semaines où il s'était retrouvé tout nu dans les vestiaires suite à une blague de Big Cass hein, qui lui avait fermé la porte des vestiaires. C'est là qu'il avait croisé Lana et c'était le début de cette rivalité contre Rusev, hein, parce qu'il avait croisé Lana quand il était tout nu. Donc Enzo il est dégoûté de retourner en classe et Big Cass il lui dit ah bah tu vois finalement t'es peut-être pas si sensible que ça vu que t'as besoin de cours de sensibilisation. Plus tard dans l'émission, on se retrouve avec le cours en question de sensibilisation où on retrouve quelques jobbers. Darren Young et Bob Backlund, Bo Dallas. Ouais, c'est pas que des jobbers, c'est juste le cast de Superstars, quoi. C'est ça. Les mecs qui sont à Superstars, le mercredi, je sais pas quel jour, et ben là ils étaient dans ce segment-là, quoi. Et Enzo Exactement. Voilà. Et Jinder Mahal, hein. Comme ça on a fait le tour du truc. Bo Dallas, Jinder Mahal, Backlund et Darren Young. Donc voilà, donc on a différentes séquences là où il y a notamment un jeu de rôle où Enzo se moque de Jinder Mahal, il se fait passer pour Jinder Mahal en plein oui, je suis Jinder Mahal, je suis un schnock, je fais une journée de merde, quand je rentre je suis un schnock aussi, etc. Bon, Jinder Mahal il essaye de lui rendre l'appareil aussi, et tout ça se termine sur la distribution des diplômes où chacun a gagné son diplôme.
Et même Enzo, mais Enzo il dit qu'il est déjà certifié, hein, donc ça, c'est pas grave. Et il drague un petit peu la prof. Et soudain il se rend compte que Rousseff est arrivé. Et là c'est chaud pour lui. Il dit, il regarde Rousseff, il dit oh là là, je vais me faire taper dessus, mais c'est pas moi qui vais commencer le combat. Il préfère s'enfuir, mais là il est bloqué par Jinder Mahal, qui a pas trop aimé qu'on se foute de sa gueule un peu plus tôt. Et malgré la prof qui est là, hein, qui essaie de les empêcher, et ben quand même, il se fait passer à tabac une nouvelle fois, Enzo, dans la petite salle de réunion. Jinder Mahal et Rousseff lui tapent dessus et on finit par faire traverser la table. Il y a une table qui était posée là, hein, au pauvre Enzo. Et voilà, toute cette séquence se termine. Alors c'est tout au long de l'émission, hein, c'est un petit peu un fil rouge de l'émission, mais ça se termine sur Enzo qui est encore une fois défoncé par Rousseff, cette fois accompagné de Jinder Mahal. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, mon bon amiral? Alors, bon, le match Cass contre Rousseff, comme tu l'as dit, match est clair. Hein, on va pas passer plus de temps à commenter que eux on passait ça Voilà. s'affronter. On voit de toute façon que tous les matchs sont assez courts pour l'instant pour donner, pour se builder jusqu'à un vrai match peut-être plus long. Sur Ouais. les segments en eux-mêmes, donc les deux trois segments sur ce cours de sensibilisation, ça rappelle un petit peu les segments qu'ils avaient fait à l'époque de la team El No, donc c'était l'équipe Ouais. entre Kane et Daniel Bryan, hein, où ils visaient donc des cours de management de la colère et de team building. Donc c'est un peu ça, donc c'est fun. Ils continuent dans la même lignée, hein, où il y a eu ces segments il y a quelques semaines dans l'hôtel, là segment dans la classe. Mm, C'est très soap opéra, tel que c'est raconté, mais mm. ça marche, ça a toujours été une composante de la WWE et Raw semble prendre pas mal ce tour-ci, avec notamment la scène de baston dans le bar qu'on avait eu entre Sheamus et Cesaro contre les gens du bar. Donc bref, c'est des segments comme ça qu'on retrouve, ils font un peu plus l'accent en ce moment dessus, qui ne se passe pas dans les coulisses de l'arène, qui ne se passe pas sur le ring, mais qui se passe dans d'autres lieux. Donc c'était assez fun. Bon voilà, on a eu quelques jobbers comme tu disais qui se sont retrouvés à Raw cette semaine. Waouh, ils ont dû être contents. Impressionnant. Ouais. J'ai bien aimé le moment où Jinder Mahal fait le jeu de rôle en inversé et décrit Enzo en interprétant. Où vraiment il est très juste. Jinder il fait oui, moi je suis un petit gars qui a un complexe d'infériorité, donc je surcompense avec ma grande gueule. C'était Ouais, plutôt juste, hein. c'est ça. Mm. Donc voilà, et puis du coup, à la fin, Jinder et Rousseff qui font passer Enzo travers une table, ça peut teaser peut-être un match 2 contre 2, Rousseff et Jinder Mahal contre la Team Soft. Voilà. S'il y a un mec qui peut se faire battre par Enzo, c'est bien Jinder Mahal. Exactement. Voilà. Il y avait des passages drôles, des trucs moins drôles, mais c'était plutôt rigolo dans l'ensemble. Et puis on voit que Enzo, il a quand même les épaules solides, hein, pour tenir des segments comme ça, un peu comédie, parce qu'il est quand même très très fort dans l'acting et puis au micro, hein, quand Ah même. bah c'est clair qu'il est, C'est si, il rend bien. si c'est faible dans le ring, Il rend très bien, même ça s'il est un peu, je trouve, lassant maintenant avec ces quelques phrases quand ils arrivent dans le ring, c'est toujours les mêmes, c'est un peu pénible. Mais sinon, dès qu'il a le micro pour dire autre chose que ses trois catchphrases, à chaque fois, il assure. Donc, ça, c'est plutôt Ouais, je trouve qu'ils arrivent bien à doser quand même le truc des catchphrases parce qu'il faut quand même faire participer le public, c'est important. bien sûr. Alors c'est sûr que quand t'es à la télé, bon, bah, quand t'es en train de regarder sur ton canapé, ça fait un peu redite, Voilà, mais voilà, ils arrivent à enchaîner sur des trucs plus soap comme ça, Mm, c'est assez efficace en film. carrément. Donc c'est bien qu'ils Voilà, continuent à construire cette histoire. Même si elle a des ouais. débuts bancals, au moins, bah, ils font quelque chose avec. Ça fait des petits bouts de storyline racontés comme ça par ces lutteurs-là. Donc ça leur fait des programmes en dehors de toute ceinture, etc. Et c'est bien. Ils ont tellement de Hmm, mal hmm. habituellement à faire des intrigues qui sont pas centrées sur des championnats que quand ils le font, même s'il y a quelques petits défauts, bon bah vaut mieux l'accueillir avec sourire plutôt qu'avec critique, hein. Voilà, voilà, puis ça fait plaisir, c'est des catcheurs qu'on aime bien, donc tout va bien. Voilà, pour la suite, on va retrouver Sasha Banks, La pauvre Sacha. qui arrive, voilà, la pauvre Sacha qui arrive au ring avec une béquille, elle est blessée au genou, et elle nous explique dans une promo dont elle a le secret, qu'elle a tout donné, qu'elles ont fait l'histoire à Roadblock, mais que c'est bien la meilleure qui a gagné ce soir-là. Donc
elle va inviter Charlotte à venir sur le ring pour la regarder droit dans les yeux et la féliciter. Donc on attend pendant quelques longues secondes l'arrivée de Charlotte, mais c'est bien Nia Jax qui débarque et qui nous explique que Nia Jax, elle en a rien à foutre de savoir pourquoi Charlotte n'est pas venue. Ce qui l'énerve, c'est que Sasha Banks s'autoproclame la boss, alors que Sasha, elle est faible, elle est blessée, c'est juste une petite fille. Et puis là, elle lui met un coup de pied dans la béquille, elle la fait tomber par terre, elle la prend, elle la jette, la fait traverser le ring. Elle fait mine de la frapper avec la béquille, hein, elle prend la béquille en main pour lui taper dessus, mais elle se ravise et elle quitte le ring après avoir souligné son point de vue de manière musclée. Donc une nouvelle rivalité qui se profile, Sasha Banks, Nia Jax. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite séquence? Bon, alors la promo de Sasha Banks, bon, on va pas revenir sur le fait que niveau du micro, Banks c'est pas son forté, hein, ça ressemble pas mal à d'autres promos qu'on a déjà vu d'elle. Quand tu dis une promo dans l'as secret, il faut bien comprendre, c'est Voilà. ironique là-dessus, comme on le voit. Bon, après voilà, c'est bien de conclure, d'enterrer encore par cette promo le fait que c'est terminé. La rivalité avec Charlotte, pour l'instant, elle est finie avec Banks, et c'est très bien dans le même segment de la faire rebondir vers autre chose, de l'envoyer à Nia Jax qui est un peu en mal d'adversaire depuis qu'elle a été draftée à Raw, hein, depuis qu'elle est montée de NXT. Elle n'a pas eu de rivalité à part avec des Joe Buzz et Alicia Fox, donc elle n'a pas eu de rivalité, hein. Donc c'est bien de la mettre contre quelqu'un. En plus, Nia Jax, Sasha Banks, on l'a pas vu même à NXT, donc c'est une affiche qui serait inédite, donc pourquoi pas. Nia Jax, pour ceux qui n'ont pas regardé NXT avant, elle avait fait une super rivalité avec Bayley, justement quand Bayley était championne. Donc voilà, ça, malgré son gabarit et le progrès qu'elle doit faire aussi au micro, elle a déjà donné une bonne petite série de matchs intéressants contre Bayley, notamment en jouant sur la différence de stature, ce qui peut être tout à fait valable aussi avec Sasha Banks. En refaisant le même angle, il peut faire un truc qui peut être pas mal. Donc, Exactement. Ça peut être sympa, en tout cas, ça se présente bien, et puis on verra dans les semaines qui viennent ce que ça donne. Je suis assez alléché. Oui, ça fera au moins une rivalité chez les femmes à Raw qui ne tourne pas autour de la ceinture. Voilà, et qui ne tourne pas sur une histoire de t'étais ma meilleure copine, tu t'es retourné contre moi, et qui est cette mystérieuse attaquante qui m'a attaqué dans les vestiaires. C'est dédicace à Nikki Natalia. Voilà. Les filles. Mais voilà. Un petit tacle au supplément. Exactement. Par contre, le seul truc que j'ai trouvé dommage dans ce segment, c'est justement quand Nia Jax arrive et qu'on voit très bien qu'elle vient pour pas juste raconter des trucs à Sasha Banks et lui dire que c'est une petite fille. Non, elle va aussi à un moment donné lui mettre des coups. Je me suis demandé pendant la fin du segment, mais où est Bayley? Que fait Bayley? Pourquoi? Comme toute bonne babyface, top babyface, elle vient pas aider ses voilà, amis. ça, je trouve C'est la méthode de John Cena. Je trouve ça nul. Je trouve ça minable parce que justement c'est toujours un truc qui m'a fait bugger avec Cena parfois, mais bon, c'est Cena, il a un côté complètement con aussi parfois. Mais Bayley, vu le personnage, etc., je suis un peu étonné qu'il soit pas dit, ah, ce serait bien qu'elle arrive pour Elle était peut-être occupée à jouer au Lego avec Finn Balor. On sait pas. Ouais, qui sait. Génial. Mais voilà, c'est ce truc, je me suis dit, la Bayley avait vraiment une place à avoir dans la fin du segment pour venir protéger l'autre face de la division féminine, il n'y en a pas beaucoup. Donc, Voilà un petit point noir sur cette petite séquence. Ah, on en trouve toujours, son cher, on en trouve toujours. C'est vrai, toujours un petit peu à redire. Des choses à redire, on va aussi en avoir sur la séquence qui suit. Pas de Joe Buzzworld cette semaine, mais la division Cruiser. Dans les vestiaires, on voit rapidement passer Cédric Alexander et sa petite chérie Alicia Fox. Voilà, on apprend qu'il va y avoir un match revanche face à Noam Dar, qui a gagné à 205 Live contre le même Cédric Alexander et qui a dédié sa victoire à Alicia Fox, bizarrement. Donc le match, Cédric Alexander gagne rapidement et ensuite Noam Dar il continue ses provocations
puisqu'il dit qu'il veut, comme cadeau de Noël, Alicia Fox, en citant une petite chanson, là, All I Want for Christmas Is You. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi, de ce petit passage? Parce que moi, j'ai pas grand-chose à dire à part que c'était de la merde. Mais... Bon, bah, honnêtement, Alicia Fox, on n'a rien à faire. Hmm. La rivalité, on essaie de nous la placer en nous montrant l'extrait qui est de Snack Live. Donc, du coup, on part du principe que la majorité des gens qui regardent ce Raw n'ont pas regardé 205 Live. Donc, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc, bon, ok, c'est tellement simple qu'ils peuvent nous la résumer en 10 secondes. Concrètement, on s'en fiche un petit peu. Hein. Ah bah, Moi, ce que j'ai clairement. envie de dire à retenir, c'est qu'ils essaient tout de même de développer des storylines avec les cruisers. Si on fait le compte comme Hmm. ça, on peut dire qu'il y a toujours une storyline un peu entre TJ Perkins et Brian Kendrick, avec notamment la ceinture, etc. au milieu. Il y a, on l'a vu Mhm. hier, donc Adrian Neville qui est revenu pour chercher Rich Swann qui est le champion, donc seconde rivalité. Là, peut-être une rivalité aussi qu'on avait vue avec, comment il s'appelle, l'anglais à moustache, hein, qu'on a vu. Voilà, Gallagher. Gallagher Jack Gallagher. contre Devari, où là aussi il peut y avoir une rivalité. Et puis là maintenant, entre Noam Dar et Cédric Alexander, avec pourquoi pas Alicia Fox, hein, elle est toujours employée, elle a toujours sa fiche de paye WWE, faut bien l'utiliser. Donc C'est pourquoi pas. ça. Donc, mine de rien, on voit qu'ils essaient de développer des rivalités au fur et à mesure entre les différents cruiserweights. Donc ça, c'est point positif. Après, est-ce qu'ils vont arriver à captiver les gens avec et les intéresser? Ça, c'est pas gagné du tout. Alors là, le public était un peu plus emballé Bah, par ce qui se passait tout au long de l'émission et ils étaient même intéressés par ce qui se passait dans le match ouais. Cruiser. C'était un match qui était court. Hein. C'était un Assez- match qui était court. Et puis Ouais. aussi, il faut dire, il y avait là encore comme hier, la veille à Roadblock and of the Line, il y avait Austin Harris qui était au commentaire. Donc Austin Mm, Harris qui commande 205 Live, mais qui est aussi, pour ceux mm, qui connaissent pas, bah, une superstar de NXT et un mec qui a une carrière de dizaines d'années à travers les grosses fédérations, donc un gros catcheur. c'est ça. Donc je pense, Ancien champion ouais, ROH, enfin Ring of Honor, ancien champion TNA. c'est ça. Je pense que le Gros public calibre. peut-être aussi était content de voir Austin Harris, même s'il était qu'au commentaire. Voilà, c'est pour les fans Mm, de mm, catch, mm. voir un catcheur du gabarit de Austin Harris, c'est pas anodin. Donc, Exactement. Et on va rester sur les cruisers, puisqu'on va parler de Neville, qui débarque hein, sur le ring. Alors il explique que voilà, hier il est venu tabasser Rich Swann et TJ Perkins après le match, hein, et est revenu de nulle part Neville pour prendre comment dire, possession du tour de la division Cruiserweight. Il a été acclamé hein, quand il a détruit Rich Swann et TJ Perkins, un roadblock. Et donc il explique que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas acclamé, voilà, parce qu'avant il était considéré comme petit, faible, mais voilà, maintenant il a montré qu'il était costaud face au cruiserweight, il est impressionnant. Et il dit surtout qu'il n'a pas besoin des encouragements, que vous êtes des hypocrites. Il compte annihiler la division des poids moyens. Là-dessus, il y a Rich Swann, qui débarque et qui lui dit bah, qu'est-ce qui t'arrive, je te reconnais pas, mon vieux pote Neville. Neville lui reproche simplement à Swan de manquer de respect. Hein. Il lui explique qu'il voilà, il l'a pris sous son aile au Japon à l'époque, il l'a entraîné, tout ça, et maintenant quel respect il reçoit de Rich Swan, rien du tout. Et on a ensuite Brian Kendrick qui débarque également. Et lui, il vient pour soutenir Neville. Hein. Il a échappé à la baston à Roadblock. Et il explique que lui, il avait jamais cessé de demander où était Neville hein, quand ils ont lancé la division Cruiserweight, hein, quand il y a eu le Cruiserweight classique, quand il y a eu l'arrivée à Raw, quand il y a eu le démarrage de 205 Live. Il explique que Brian Neville est un pionnier, donc lui, il va se ranger du côté de Neville. Bah, il décide d'apprendre à Rich Swann où est sa place avec Neville. Donc là-dessus, bah, il commence à taper sur Rich Swann. Neville détruit hein, Rich Swann, il lui explose à coup de pied sur la tête, là, violent. Et là-dessus, bah, on a là un babyface qui débarque, TJ Perkins, qui vient essayer de sauver son ami, mais il se fait cueillir direct. Il se fait exploser par Neville, il ne pourra rien faire. Voilà, Neville a encore détruit
l'ancien champion Cruiserweight, le champion actuel, sous le regard de Brian Kendrick, qui lui s'en amuse. Hein. Neville s'en va et Kendrick continue à s'acharner sur TJ Perkins. Il lui place son espèce de running bulldog Son inversé. slice bread. Voilà. Son pain découpé. Pain tranché. Pain découpé. Voilà. Un pain en tranche, un pain Harris, sans Exactement. citer de marque. Et voilà, donc ça se termine là-dessus. Hein. Neville qui met les points sur les i et Kendrick qui se rallie à Neville. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Bah alors maintenant on sait grâce à TJ Perkins pourquoi les top face, enfin les face ne viennent pas aider leurs copains quand ils sont agressés. C'est parce que quand ils débarquent, C'est ça. ils se prennent toujours un gros coup de pied dans la tronche. Donc du coup, C'est John ça. Cena l'a compris il y a bien longtemps. Bayley l'a aussi comprise. Donc du coup, eux ils viennent pas. Mais TJ Perkins n'a pas compris. Voilà. J'espère qu'il a compris pour cette fois-ci. Je suis pas sûr. Hein. Non, ça n'a pas l'air de trop rentrer chez lui. Ah non. Bah voilà, ça poursuit ce que je disais. Là, un segment sans aucun match, mais juste un segment de scénar et de promo dédié aux cruisers à 1 Raw. Ok, ça montre qu'ils ont quand même envie de donner la chance aux cruiserweights. J'aime bien ce que disait Neville, comme quoi il est lui-même le roi des cruiserweights, hein, le king of cruiserweights. Donc voilà, et j'ai bien aimé aussi le fait qu'il disait, attendez, hier j'ai détruit TJ Perkins et Rich Swann, et vous m'avez applaudi pour ça, quoi. Vous m'avez dit merci. Alors que justement, en fait, c'est quand même deux faces qui lui a détruit, donc il s'en sort bien dans sa promo, je trouve. Ça marche. Ça fait vraiment Ouais. un côté le mec Ouais, ouais. énervé. En plus, il fait pousser une barbe là qui le rend un peu plus agressif. Donc non, ça peut marcher cette histoire. Et puis comme là on avait un public quand même qui était bien réactif, on va dire dans le sens de la WWE, Oui. c'était d'autant plus Il efficace. réagissait, Hein. il réagissait, ouais, complètement. Ils réagissaient, ils étaient plutôt à chaque fois du bon côté. Ouais. Hein. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose, c'est que depuis un petit moment, on discutait l'autre jour avec Hank, je crois que c'est depuis TLC, le dernier pay-per-view de SmackDown, il y a de plus en plus dans la réalisation des shows, la WWE, qui sont insérés dans les matchs ou dans les segments des plans assez serrés des gens du public. Ouais. Genre quand il y a un heel qui fait un truc horrible dans le ring, on va voir quelqu'un du public qui a une expression de dégoût ou de peur. Un peu comme la Miss Girl à l'époque où le Miz avait fait une saloperie, il y avait cette petite fille qui avait réagi visuellement de manière très en colère et qui a fait le tour d'internet. Là pareil, quand il y a des moments oh my god, on voit des gens qui ont des expressions genre oh mon dieu. Bref voilà, je pense qu'ils veulent plus faire passer le message dans l'intention en termes d'écriture, ce qui doit être impressionnant comme moment, ce qui doit être acclamé comme face, ce qui doit être hué comme heel, en mettant comme ça en insert des gens du public qui ont des vraies réactions, qui ne jouent pas mais qui ont des réactions naturelles à l'écran. Je pense que c'est une tendance qu'ils sont en train de tester en ce moment. Donc, Ouais, pour contrecarrer un peu ces gens qui hijackent les shows exactement. en chantant n'importe quoi et puis voilà, en huant les faces et puis en acclamant les Exactement, ouais. Je pense que c'est une stratégie de la WWE actuellement pour contrer cet effet-là. Donc, au moins ce public qui sera à la maison, qui regarde la télé, ça peut avoir effectivement un petit effet. Par contre, je pense que sur place, dans les arènes, ça changera rien. Ouais, c'est ça. Parce que les gens qui hijackent les shows, à mon avis, c'est ceux qui ont les premières places au premier rang, donc t'es obligé de les attendre plus que les autres. Voilà. Bon, en tout cas, un bon point pour les cruiserweight par rapport à cette arrivée de Neville hein, qui donne un coup de 109, là, un petit coup de fouet à la division. C'est déjà beaucoup plus intéressant. Complètement. On va enchaîner sur la division tag team. Alors, donc les New Day ont perdu leur titre, oui. voilà, après avoir détruit le record des Demolition. Enfin, ils l'ont détruit de 5 jours, hein, du coup. De 5 jours, ouais. D'ailleurs, un petit rappel, tiens, sur ce record. Donc les New Day, eux, ils ont gagné le titre le 23 août 2015 dans un Fatal 4-Way face à Sin Cara et Kalisto, donc les Lucha Dragons. Les Primetime Players Titus O'Neil et Darren Young, qui étaient champions à l'époque. Quoi ? Ils sont tombés bien bas. Ils étaient champions par équipe ? Ouais. Primetime Players, c'est eux qui avaient battu le New Day lors du premier run du New Day. Hein. Étonnant. Et El Matador, donc ça c'était les Shining Stars. Les Shining Stars hein, actuellement, hein, ils s'appelaient les Matadors. Non mais eux, ça remonte. De gimmick en gimmick, c'est de pire en pire en fait. Hein.
Ils Ah sont oui, ils ont pas passés de de chance, hein. Torero à des promoteurs immobiliers de timeshare aux Caraïbes. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment les parents pauvres Je d'Euro. pense, Mais bon, ils ont toujours je leur pense, je place, pense, ils je sont pense, toujours je dans les pense que leur shows. prochaine gimmick, c'est des mecs de la Poste qui viennent chez les gens pour proposer le calendrier en fin d'année, tu vois. Je C'est pense que c'est, ça, ou relever les, ou relever les compteurs. je pense que c'est leur prochaine gimmick, hein, ça. Voilà. Et Demolition, eux, donc Bill Eddy et Barry Darsow, hein, de leur vrai nom, Hack et Smash, hein, on les appelait. Eux, ils ont gagné le titre le 27 mars 88 face à la Strike Force. C'était Rick Martel et Tito Santana. Tito Santana, qu'on appelait aussi El Matador, hein, à un moment donné dans sa carrière. Rick Martel, on l'a connu sous le nom le modèle Rick Martel. 27 mars 88, ils ont gagné. Ils ont perdu le titre le 18 juillet 89 face aux Brainbusters dans un 2 out of 3 falls. Les Brainbusters, c'était Arn Anderson et Tully Blanchard. C'est Four Horsemen, hein, qui était avec l'inimitable, le légendaire Ric Flair. Voilà un peu pour les stats, hein. Petit rappel historique. Donc, ce soir, par contre, c'est les nouveaux champions. Donc, Sheamus et Cesaro, peut-être qu'ils vont battre le record du Doudé, hein, on ne sait pas. Qui sont en discussion avec Mick Foley. Parce que Mick Foley, il est très fier d'eux. Il explique qu'ils sont un peu comme leur papa, hein, dans toute cette histoire. Vraiment content de les voir qu'ils ont tenu le coup et qu'ils ont gagné les ceintures. C'était ce qu'il espérait. Et ce soir, il a un cadeau pour eux. Les nouvelles ceintures tag team. Donc les Raw, Monday Night Raw Championship Tag Team, je sais pas comment t'appelles ça. Donc nouveau design, elles sont un peu comme les ceintures de Ah non, SmackDown, mais avec le fond c'est pas rouge. qu'elles sont un peu comme les ceintures SmackDown, c'est des ceintures SmackDown, mais effectivement, que le cuir, non pas en bleu, mais en rouge. C'est ça. C'est bien, ouais, je sais pas. Il y a déjà eu un Voilà. tollé quand ils avaient sorti la ceinture, le Universal Championship, où massivement les gens n'aimaient pas la couleur, le design. Et Mm. là, Là, tout le monde s'en fout. là, ouais, je pense qu'on va s'en foutre parce qu'on a bien compris que les ceintures rouges, ça va être pour Raw, les ceintures bleues, ça va être pour SmackDown, et voilà, quoi. Mais, En tout cas, voilà, on a attendu que le New Day perde ses ceintures. Donc ça se termine par Mick Foley qui est appelé en urgence parce qu'il se passe un truc dans les vestiaires, mais ça on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. suspense! Euh, suspense, c'est un peu de teasing. Ouais. Pour les tag teams, ce qui suit un peu plus tard dans l'émission, c'est donc le New Day qui arrive sur le ring, donc ils ont plus leur ceinture. Ils nous font un petit speech en nous expliquant que, à l'instar de Ric Flair, tiens justement, qui a été 16 fois champion, pour être 16 fois champion, hein, il faut perdre quand même de temps en temps les ceintures. Donc vous inquiétez pas, ils seront à nouveau champions bientôt. Il fait un petit tacle à Charlotte, hein, en expliquant que 16 fois champion, ce sera le cas de Charlotte Flair d'ici un mois à peu près. Là-dessus, il y a Sheamus et Cesaro qui débarquent. On a Sheamus qui parodie le New Day, hein, il essaie un peu de faire leur même type de speech, mais bon, Cesaro l'en empêche, et puis après on passe un peu au concours de popularité, hein, dont on a l'habitude. Là-dessus, Kofi s'énerve, il explique mais j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à croire qu'après seulement un jour on vous ait déjà offert des nouvelles ceintures, c'est dégueulasse. Mais C'est quand génial, même ça. ils sont contents. Ça c'est Ah drôle, ouais, hein, quand même. carrément. Et puis c'est vrai. Quand même, les autres ils battent le record, ils ont droit à rien. C'est vrai qu'ils auraient pu leur offrir les ceintures le jour où ils ont battu le Ah, record. c'est vrai. Ah, ouais, bonne idée. Encore une Ça fois, aurait une été, occasion ça aurait manquée. été... Ça aurait été bien pour marquer le coup, Mm, quoi. mm, À la fin du Euro, c'est vu vrai. qu'ils ont défendu deux Ouais. fois leur titre le soir où ils étaient peut-être ou pas brisé le record, ça aurait été bien de clore le show avec une nouvelle ceinture. Why not? Mm, Non. mm. Voilà, bon alors ils expliquent ensuite qu'ils sont contents, que ce soit Cesaro qui leur ait piqué le titre, mais alors juste Cesaro, parce qu'ils aiment pas Sheamus, hein, ça on le sait. Donc ça envoie des pics. Ensuite ça s'envoie des pics plutôt entre Cesaro et Sheamus, hein, parce que c'est toujours un peu dysfonctionnel cette équipe. Sheamus il pique un peu toutes les catchphrases de tout le monde, et il explique que c'est grâce à lui qu'il y a de nouveaux champions, et que c'est lui qui a mis fin au règne de terreur du New Day. Et il annonce un règne de 20 ans. Il dit je vais rester champion 20 ans. Là-dessus, Xavier Woods rappelle que le New Day c'était une vraie machine à fric, voilà, capable de vendre toutes les saloperies, qu'ils avaient le pouvoir de la positivité, et que Sheamus et Cesaro, même s'ils sont très talentueux, ils battront jamais le New Day, puisque le New Day rocks, hein, ils commencent à chanter la chanson.
Là-dessus, on a une arrivée de Gallows et Anderson. Mais alors, par contre, à eux, on leur a pas trop écrit de texte intéressant, donc ils se moquent un peu des gens en les traitant tout le monde de geek un petit Ouais, de peu. geek et nerds, c'est Et un peu le voilà. cliché du bully, quoi, du gars qui vient se moquer des binoclars et des petits mecs à la récré, quoi. Voilà. Alors, je suis pas sûr que Sheamus et Cesaro rentrent dans ce type de qualificatif. Mais bon. Oui, c'est clair que j'ai pas vu Euh, beaucoup de nerds qui ont une coupe Iroquois et des piercings au nez et qui doivent faire 150 kilos et des bras comme mes cuisses, quoi, mais ok. voilà. Pas trop. Bon. Et puis donc après, il y a les Shining Stars qui arrivent, hein, ceux qu'on appelait les El Matadors, hein, vous l'aurez compris il y a quelques années, qu'on comprend rien à ce qu'ils racontent avec leur accent, mais en tout cas ils viennent vendre encore une fois leur resort, là, leur hôtel. Ils veulent filer des vacances à Cesaro et Sheamus et puis au New Day. Cesaro déchire les prospectus, c'est la bagarre, c'est la coupure pub. Et on se retrouve Gros bordel. un match, voilà, un gros bordel. Et c'est un match à 8 qui est organisé, hein, qu'on retrouve après la pub. D'un côté, les méchants, donc les Shining Stars et Gallows et Anderson. Et de l'autre, le New Day et Cesaro et Sheamus. Donc les méchants vont isoler Kofi pendant un long moment. Quand il va tenter un hot tag, mais Gallows et les Shiny Stars ont réussi à éloigner tout le monde du côté des partenaires de Kofi du ring en leur tapant dessus pendant qu'ils attendaient le tag. Au final, Biggie réussit quand même à être tagué. Les gentils reprennent le contrôle, puisque c'est ensuite Sheamus secondé par Cesaro qui font le ménage, donc grâce à un White Noise notamment, le White Noise accompagné. Hein. Il y a un compte de 2 qui est cassé par Primo, qui se mange un Brock Kick. Sheamus se mange ensuite un super kick de Gallows, puis Cesaro réussit à porter son enchaînement de swing et sharpshooter sur un des deux Shining Stars qui finit par abandonner. Donc la victoire du coup des gentils. Ça t'a inspiré tout ça ou t'as trouvé ça un peu léger? Non, j'ai bien aimé la promo de départ entre New Day et donc Cesaro et Sheamus. Donc effectivement pour revenir sur le petit tacle que tu disais de Biggie par rapport à Charlotte, donc c'est au moment où Kofi dit que voilà, Ric Flair pour être champion 16 fois, il a dû perdre 15 fois précédemment et c'est là que Biggie dit oui, il sera le cas de Charlotte dans un mois. Donc en gros, il a taclé en disant qu'en gros, elle allait perdre son titre. Et d'ailleurs, petite information, la WWE a édité cette réplique-là sur leur site. Ils ont posté la vidéo du segment, mais ils ont enlevé cette réplique de Biggie. Ah ouais, donc ça prouve vraiment que c'était de l'improvisation de Billy alors. C'est ça. En tout cas, du moins, la WWE ne veut pas qu'on blague sur la streak de victoire en pay-per-view de Charlotte, puisque certainement, ce sera peut-être un scénario qu'on aura, mais lors d'un gros événement. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, ils veulent vraiment faire de la hype autour de cette streak. Donc là, que Biggie dit, de toute façon, c'est comme Charlotte, elle perdra dans un mois. En blaguant, non, ça le fait pas. Donc ils ont enlevé cette phrase. Voilà. Ah, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui sorte du texte comme ça parce que tout est super écrit, tout est super carré. Et j'espère qu'il va pas trop se faire taper sur les doigts, le pauvre Biggie. Ça, c'est vraiment. Non. Je pensais vraiment que c'était un truc qu'il lui avait écrit. Tu vois. Ouais, mais en tout cas, voilà, c'était édité. Donc peut-être que ça a été écrit par quelqu'un et que derrière, après, il y a Vince qui a fait ah non, attendez, ça c'est pas possible. Hein. Je suis pas sûr que Vince il regarde chaque ligne de ce qui est écrit. Voilà. Donc bon. Ok. Donc petite anecdote comme ça de nos sources intérieures à la WWE qui sont en fait des sites de news. Sinon pour revenir sur le match tag team, pas grand chose. Ok. Voilà, le match n'était pas ultra intéressant en lui-même. Dans ce qu'on voit en tag team là, pour parler de la division, point de vue plus général, ok, il va y avoir le rematch du New Day contre Cesaro et Sheamus. Mais a priori, je pense pas que le New Day va gagner. Je pense que Cesaro et Sheamus vont rester champions un petit moment. À voir contre qui les faire feuder. Les softs sont occupés, donc la logique, ce serait effectivement le club, Gallows Anderson. Donc il va falloir aller vers ça. À moins qu'on ait une arrivée en provenance d'NXT, par exemple.
On a une tag team qui est actuellement la meilleure tag team au monde et qui est heel et qui était championne il n'y a pas si longtemps et qui n'est plus championne et qui j'espère va monter, c'est The Revival. Donc Revival, eux, je les attends de pied ferme. Pour ceux qui connaissent pas, vous verrez, c'est une équipe pas en finesse du tout, qui ne fait pas de salto arrière, de lion salt, etc. No flips, just fist. Donc pas de salto, juste des coups de poing. À l'ancienne. Juste des coups de poing dans la poire. Et ils sont super bons, super efficaces. Donc j'espère qu'ils vont monter bientôt pour apporter un peu de fraîcheur à la division par équipe, que ce soit Raw ou SmackDown d'ailleurs, puisque pas forcément. Ouais. Puis qu'ils les laissent catcher comme ils ont catché à NXT avec des matchs bookés aux petits oignons là, du truc tag team, vraiment tag team quoi pour le coup. C'est clair. Dans tous les cas, en ce moment pour le tag team Raw, du coup, faut ancrer les nouveaux champions et leur donner de nouveaux rivaux. Donc voilà, là un match de transition sans plus. Ouais, c'est pas encore la grosse artillerie. On va attendre de voir ce qui se passe. Voilà. On a une nouvelle ceinture, on va tourner la page, l'ère New Day va se terminer. Il faut un peu de temps pour la remplacer très tranquillement, c'est normal. Ça faisait plus d'1 an et demi qu'on était avec une New Day. Donc là, le changement va pas se mettre en place de suite. Donc anodin, mais utile, on va dire. Effectivement. Bon, allez, on va enchaîner. Et on va revenir donc sur ce petit événement qui se passait dans les coulisses là. Et c'est pour quelle raison est-ce qu'on a appelé Mick Foley en urgence? Eh bien, parce qu'il y a un monstre déchaîné dans les coulisses. C'est Braun Strowman qui détruit tout dans le vestiaire. Il agresse même des civils, des gens qui sont pas catcheurs. Il les jette contre le mur. Voilà, il veut Sami Zayn parce qu'il a perdu contre Sami Zayn. Enfin, il n'a pas perdu, c'est-à-dire que Sami Zayn a tenu 10 minutes à Roadblock. Donc du coup, comme il a tenu 10 minutes, c'est une défaite pour Braun Strowman. Donc Mick Foley débarque, il essaie de calmer le monstre Strowman. Mais le problème, c'est que Sami Zayn, il a eu droit à un jour off, un jour de RTT. Et donc, il pourra pas lui apporter Sami Zayn ce soir. Donc, Braun Strowman, il dit, moi je t'ai dit que tu me ramènes Sami Zayn ou sinon, tu me ramènes pas Sami Zayn, donc ce sera ou sinon. Et donc un peu plus tard dans l'émission, on a un match qui doit se passer entre Titus O'Neil et Sin Cara, donc une très belle affiche. Mais le match ne débarque pas, quand Braun Strowman débarque et il explose Titus O'Neil, mon catcheur préféré, et le luchador Sin Cara. C'est là d'ailleurs où Strowman fait son face turn. C'est ça. Pour moi, il a tourné face à ce moment-là. Il a empêché un match entre Sin Cara et Titus O'Neil. Ok, c'est mon nouveau héros. Exactement. Voilà, le booker le plus intelligent de la WWE, Braun Strowman. Alors, il running power slam à l'extérieur du ring sur Titus et aussi running power slam sur Sin Cara. Puis après, on emmène Sin Cara près du Titantron. Il y a un décor de Noël avec des sapins. On jette Sin Cara dans les sapins. Il s'explose en bas, en contrebas, là, près du public sur des tables, des cadeaux. On prend un sapin, on soulève le sapin, on le jette partout, on casse tout. Voilà, Braun Strowman il est pas content et il faut que ça se sache. On reviendra encore sur Braun Strowman un peu plus tard. Pour l'instant, qu'est-ce que tu penses de ce petit déroulé là? Moi, cette crise de fureur. J'ai adoré ta description. Je suis fan de ta fin de description quand Strowman défonce le décor de Noël et prend le sapin et balance une carte dans les sapins et prend le sapin et balance dans le public. Je trouve ça génial, ça résume parfaitement mon état par rapport à ce segment. Ah, c'était Hulk, c'est Braun Strowman Smash, c'est exactement ça. Bon, c'est un peu ridicule que ce soit avec les trucs de Noël, du coup. Quand il tape dans les cadeaux vides, voilà, ça le fait pas trop. Ça dessert un peu le propos et l'impact du segment, genre je vais tout casser, je vais envoyer tout le monde à l'hôpital, c'est dangereux, et je prends un sapin. Beau sapin, voilà. C'est pas... Roi des forêts. Voilà, donc du coup, un segment bien parce qu'on n'a pas eu ce match donc entre Titus et Sin Cara, ça c'est bon point. Strowman évidemment, physiquement très impressionnant. À un moment donné, il chope Titus O'Neil et il l'envoie valdinguer, mais vénère. Et Titus O'Neil, c'est loin d'être un petit gabarit.
Je sais pas quel est le poids de Titus O'Neil, mais déjà il fait 2 mètres. Il est mastoc. Ok, Braun Strowman est fort, mais en fait il est extrêmement fort. Donc impressionnant. Ouais, extrêmement. Ouais. Donc ok, bon bah au moins ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'on n'aura pas attendu la semaine d'après pour voir ce que c'est ce Or Else. Au moins là ils sont logiques. Braun Strowman il veut un truc, il a pas, c'est une brute, et ben de suite c'est le chaos. Exactement, exactement. Voilà, une belle démonstration de puissance. Voilà, au milieu d'un show de 3 heures, c'est sympa de voir des passages comme ça, moi je trouve. Voilà, bon. On a un petit retour backstage. On retrouve Chris Jericho et Kevin Owens dans un petit segment bouche-trou. Ce qui est rigolo, c'est que Kevin Owens revient sur ce passage où il était accroché en haut du ring et il se décrit comme une sexy piñata. Mais il a très peur quand même, hein, parce qu'il il a peur de la. Il a le vertige, il a peur du vide. Mais Owens lui explique qu'il battra rapidement Roman Reigns au Royal Rumble, ce que j'ai trouvé assez drôle aussi. Voilà, puis un peu plus tard dans l'émission, on a Charlotte Flair qui arrive au ring. Et dans un petit speech, elle dézingue un peu toutes les légendes qui l'ont précédée. Parle de Trish Stratus, de la fabuleuse Moolah. Voilà, en expliquant que ça vaut rien comparé à Charlotte Flair. Que tous les gens sont tristes de l'avoir gagnée dans les pay-per-view, mais qu'elle gagne à chaque fois parce que c'est une gagneuse garantie. Personne n'est à son niveau. Jusqu'à ce qu'une musique retentisse. C'est Bayley qui arrive. Donc elle vient féliciter Charlotte, bizarrement, parce qu'elle est gentille, Bayley. Voilà, il explique que c'était la meilleure rivalité de l'histoire des filles. Ouais, enfin, elle est gentille, mais elle n'a pas aidé Sasha Banks qui est blessée avec une béquille alors qu'elle se fait défoncer par une nana qui pèse 200 kilos. Ouais, mais elle est peut-être pas en très bon terme avec Sasha Banks non plus. Hein. On va savoir. Voilà, et elle explique donc que c'était une rivalité effectivement historique, hein, entre Charlotte et Sasha, mais que maintenant c'est l'heure de la rivalité Bayley-Charlotte. Puisque Bayley elle est toujours à 2-0 au niveau du compteur en termes de victoire face à Charlotte, hein, elle a déjà battu 2 fois et Charlotte elle a jamais battu Bayley. Charlotte elle revient un peu sur l'historique en expliquant qu'elle avait fait le petit signe des Four Horsemen les Four Horsewomen à Roadblock à la fin du match, pour symboliser aussi les 4 victoires, hein, qu'elle a fait, les 4 titres qu'elle a gagné, hein, les 4 titres féminins. Mais que dans les Four Horsewomen c'était un peu le maillon faible, hein, Bayley c'était toujours la 4e. Donc Bayley lui dit si t'es si balèze que ça, viens on s'affronte ce soir, hein. Donc défi lancé, défi relevé par Charlotte, et donc ce soir on a Charlotte contre Bayley dans un combat très disputé. Charlotte réussit à briser le momentum de Bayley en la faisant tomber de la 3e corde et en lui écrasant la face contre le coin du ring. Elle va même placer un moonsault, hein, sur Bayley qui réussit à s'échapper au compte de 2. Et Bayley réussit à coincer Charlotte dans un ponté pour un compte de 3 un peu litigieux parce que à la revoyure, comme on dit, apparemment Charlotte elle n'avait pas les 2 épaules au sol jusqu'au bout de la fin du tombé. Corey Graves, hein, qui nous souligne ça. On ne sait pas trop si c'est fait exprès ou pas, mais voilà, en tout cas c'est encore une victoire de Bayley, donc 3-0. Qu'est-ce que tu as pensé toi de cette évolution là au niveau des filles? Alors le match en lui-même, clairement, il est pas bon. J'ai pas trouvé bon. Ouais, c'était pas non, ça marchait pas du tout, donc voilà. Je sais pas ce qui a fait que ça n'a pas pris, mais en tout cas le match était loin. Ouais, je pense qu'elle voulait pas trop en faire. Ouais. Directement. C'est ça, faut en garder sous le coude, comme on dit, mais là c'était vraiment. Et puis il y a un truc avec Bayley quand elle fait ces espèces de trucs, elle se met à cheval sur Charlotte puis elle commence à tourner au-dessus comme une gogole. Ah oui, il y a un truc, c'est des trucs insupportable. C'est insupportable, ouais. Et c'est des trucs qu'ils ont rajouté depuis qu'elle est à Raw et ce serait bien qu'elle les fasse plus. Ouais, parce que c'est, ils la font très gogole, comme tu dis. Un peu trop. Genre, je suis un peu débile, quoi. Je fais la toupie sur toi. Non. Tu fais un match. Ok, elle peut avoir le côté j'aime catcher, c'est fun, je m'amuse. Mais tu fais un match contre la reine des pay-per-view
celle qui domine la division féminine depuis 1 an et demi maintenant, quasiment. Non, tu fais Mm. pas au bout de 1 minute de match, dès que t'as la championne au sol, tu commences pas à faire la toupie sur son dos, quoi. Ça n'a aucun sens. Il y a une fine ligne entre le génie et la connerie et voilà, faut faire attention parce Exactement. que Bailey c'est potentiellement la nouvelle John Cena. Ça fonctionnait à NXT. Faut rester sur le même personnage. S'il s'amuse à faire des trucs comme ça en plus, ça peut juste casser le truc alors qu'il pourrait avoir quelque chose de sensationnel, quoi, je trouve. Carrément, ouais. Oui, il y a une limite entre John Cena et Donkey the Clown, et Bailey, elle est un peu au milieu, et il faut pas qu'elle se trompe de côté, quoi. Donc, attention à ça. Après, bon, ben voilà, ça va construire la rivalité qui était attendue, hein, comme on disait sur la review de Roadblock. Euh, bon, bah, c'est la suite logique pour Charlotte. Faut qu'elle ait une adversaire avec une rivalité qui se construise d'ici WrestleMania, et Bailey est tout indiqué, puisque la seule autre face du roster féminin actif, bah, c'est Sasha Banks. Donc, il n'y a plus beaucoup de choix, hein. Faut aller avec Bailey, on sait que ça peut donner un truc très bien. Même Exactement. si Emalina arrivera un jour, peut-être. On a encore eu Et oui. d'ailleurs un petit spot sur Emalina. Elle arrive bientôt. D'ailleurs, est-ce Dit-on. qu'on sait pourquoi elle n'est pas déjà arrivée? Parce qu'il y a eu un moment donné, une semaine à Raw, il y a 2 semaines, je crois, c'était next week. Et il s'est Ouais, rien j'ai passé. aucune info là-dessus. Mm. Ouais, c'est vrai qu'ils l'avaient Et annoncé ouais. comme elle devait venir la semaine suivante et finalement non. Et ils n'ont pas d'explication claire. Il y a pas, j'ai pas lu de rumeur ou quoi que ce soit de spécial, donc je suppose que pour l'instant, je sais pas, ils n'ont pas réussi à la placer comme ils voulaient, donc ils attendent. Elle a tweeté, je crois, un truc Oui. comme quoi elle allait pas tout de suite se plier à la division féminine. Il n'y a pas de raison. Voilà, elle est un peu au-dessus de ça, donc il y a un côté, je pense. Elle va arriver à un côté prétentieuse comme ça, un peu au-dessus de tout. Mais à moins qu'ils aient prévu tout à fait autre chose, je sais pas. Ça se trouve, ils ont changé d'avis sur ce qu'ils voulaient faire avec elle, ça peut arriver aussi. Bah, on verra bien. Et quelque part, on s'en fout un petit peu d'Emalina, de ce qu'ils ont prévu avec elle. Ouais, l'important c'est qu'il la fasse C'est catcher, ça, quoi. voilà. Parce que Hein, aux deux, on a toujours besoin d'une bonne c'est catcheuse, ça. quoi. Emma, dans le ring, elle peut redonner des trucs vraiment très très bons aussi. Faut juste savoir comment on peut la booker intelligemment. Exactement, exactement. Donc à la limite, hein, s'ils veulent pas faire de la merde tout de suite, bah, ils peuvent la faire plus tard, hein, c'est pas grave. Euh, voilà, donc bah écoutez, la rivalité est lancée. Voilà, on verra sûrement tout ça au Royal Rumble, à SummerSlam, ça va être super. SummerSlam, Alors, t'es gentil. Ça en non, août. Non, c'est- Royal Rumble, pardon. Oh, on aura peut-être la SummerSlam aussi. Euh, hashtag mauvaise foi. Alors, j'ai noté qu'on entendait des chants pour Corey Graves dans le public. Un public qui était, comme je vous le rappelle, assez en feu, hein, assez audible hein, ce soir-là. Et notamment dans le main event de la soirée, donc il y a un tag team match un tag team match, je vais y arriver, qui avait été annoncé par Mick Foley en début de show, je crois que j'ai oublié de le mentionner. Seth Rollins, Roman Reigns contre Chris Jericho et Kevin Owens. Euh, alors, étonnamment, ce soir, Roman Reigns est soutenu par le public, tout comme Seth Rollins. Je pense qu'il prend un peu de la pop de Seth Rollins. Et Chris Jericho et Kevin Owens sont hués. Faut dire que Kevin Owens il joue beaucoup le trash talk hein, tout au long du match. Il C'est l'a pas vraiment. arrêté une... Il n'est pas arrêté tout le long. Hein. envers le public, C'était. envers les commentateurs, Hmm. envers les autres catcheurs. Moi, c'était un festival. C'était. Voilà. Du grand Kevin Owens, du grand Jericho aussi, hein, vraiment très drôle. Donc voilà, un match tag team solide, donc un peu à l'image de ce qu'ils ont fait à Roadblock, hein, c'est-à-dire qu'on se rend coup pour coup, c'est très serré, que des mecs buildés assez forts, avec bon aussi un Roman Reigns imbattable, jusqu'à ce que, eh bien, Braun Strowman débarque, parce qu'on n'en a pas fini avec Braun Strowman. Il vient, il a peur de rien, il s'attaque directement à Roman Reigns, qui était à l'extérieur du ring à attendre le tag. Il le chope, il le défonce, il lui fait son chokeslam inversé là où c'est la face qui s'écrase la première au sol. Et ensuite il vient s'attaquer à Seth Rollins, il le détruit. Voilà, donc passage à tabac,
je crois qu'il en fait passer un à travers une table, non, ou un truc comme ça. Je sais plus s'il y a un truc avec une table. Je sais plus. En tout cas, les Kevin Owens et Jericho sont bien contents. C'est la vengeance. Et donc voilà, le show se termine sur ce Braun Strowman destructeur. Ouais, il dit Everyone will fall. Tout le monde C'est tombera ça. à genoux. Exactement. Et il a notamment mis la fessée à Roman Reigns, hein, ce qui est pas rien. Euh, Ah, c'est clair. qu'est-ce que t'as pensé de ce Ah non, mais finish? moi c'est mon top. Hein. Je spoil directement la fin de l'émission. Moi, mon top de la semaine, c'est de voir que le show se termine. Roman Reigns est écrasé au sol comme une merde. Et il y a quelqu'un au-dessus du Hmm, triomphant. C'est c'est quand la ça. dernière fois qu'on a vu ça? Attendez. Ouh, C'est je crois que je sais même pas si comment Brock Lesnar avait réussi à faire ça. vintage! C'est vintage. Là, Voilà. c'est vraiment Noël. Hein. Moi, c'était mon Noël. Donc, bon, bah, voilà, le début de match qu'on a eu, comme tu dis, solide, rempli, rien d'extraordinaire, mais qui fait le job. Et donc, Strowman qui débarque, qui continue son carnage du soir. Donc là, pour moi, c'est un gros signe quand même de cette volonté de la WWE et de Vince de pusher Strowman très loin, puisqu'il finit un show. Exactement. Il écrase, même ils ont déjà fait un match, ils ont un match dans les pattes, mais les deux top babyface d'Euro. Ok. Je pense que ça va aller loin, cette histoire, avec Strowman. Strowman, on va l'avoir, à mon avis, en 2017, dans la moitié supérieure de la carte, ça me paraît évident. Donc, Ouais, ouais. Faut encore qu'il nous sorte un gros match qui soit pas un squash. mm, Et je pense qu'il sera certifié comme main eventer. c'est ça. Euh, C'est vraiment ça que je retiens de ce segment et de ce match, de ce finish. Hein. Ok. ouais, 2017, Strowman aura des spotlights ou du moins des opportunités. Je pense peut-être même un match dans la carte de WrestleMania à un niveau intéressant. ouais. Bah, il se susurre qu'il y aurait un affrontement Roman Reigns Braun Strowman potentiellement pour la ceinture à Mania. Voilà ce que les rumeurs. Alors bon, moi j'y crois moyennement parce que je pense qu'il y aura quand même Pour la euh, ceinture, quelle ceinture? ceinture de l'univers. Non. Mhm. Non, 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 non. Ça veut dire que Roman Reigns récupérer la ceinture universelle. Au Non, Rumble. non, non. Ouais, c'est ce qui se dit. Après, moi j'y crois aussi moyennement parce que je pense qu'il y a aussi Goldberg et Lesnar qui vont rentrer dans l'histoire. Et, et Non, voilà, mais puis ça il me paraît un faut, peu léger comme affiche, un truc comme non, ça, mais mais c'est désormais ce qui se dit un peu pour la partout, quoi. ceinture d'univers, il faut aller à Mania avec Owens et Jericho. Là, dans les 3 mois, Ah bah ce dans les serait. trois mois, alors Fantasy Booking, la mine Fantasy Booking, dans les 3 mois qui séparent maintenant le Rumble jusque WrestleMania, il faut qu'à un moment donné, l'amitié de Jericho et Owens explose une nouvelle fois Ouais, par mais une peut-être qu'elle peut trahison. exploser parce que Kevin Owens perdrait la ceinture de champion du monde, enfin de champion de l'univers, Ouais, Universal ouais, Champion. je sais pas. Parce que comment il va faire pour perdre Roman Reigns au Rumble? À moins que Braun Strowman Et interfère oui, pendant le match. quelqu'un d'autre que Jericho peut interférer. Mais voilà, moi je verrais très bien donc Kevin Owens qui retient la ceinture, qui garde la ceinture, Jericho qui dit ah bah comme on est tous les deux champions de l'univers, tiens pour ce soir donne-moi la ceinture puisque on est champions tous les deux. Et là Kevin Owens qui Mm. fait Buddy on est tous deux champions mais la ceinture c'est moi qui la porte. Là début de la brouille, explosion de l'équipe qui se feud avec un match donc pour le titre universel à WrestleMania. Kevin Owens qui défonce Jericho, mais salement, et comme ça Jericho peut aller faire sa tournée de Fozzy qu'il y a derrière, et qui Mhm. disparaît. Parce qu'il Et faudrait ouais, il faut à un qu'il moment donné. fasse sa Hein. tournée un jour aussi. Donc comme ça, il Mm. part pendant des mois, et quand il reviendra des mois plus tard, il aura un retour fracassant, super face, de pop, de fou. Et au lendemain de WrestleMania, Kevin Owens qui, au milieu du ring, crâne, puisqu'il a défoncé le crâne de son meilleur ami, que plus personne peut lui prendre la ceinture, etc., qu'il est le plus fort. Et là, un battement de cœur se fait entendre, de la brume, et Finn Balor qui revient de sa blessure pour reprendre le titre qu'il n'a jamais perdu. Voilà, moi, ce que je veux voir. Je veux pas d'un Braun Strowman et d'un Roman Reigns pour la ceinture universelle à WrestleMania. Je veux un Chris Jericho, Kevin Owens suivi du retour de Balor.
Ouais. Ça aurait plus Mais de oui, gueule. Mais ouais, de toute façon, bon, on en est encore loin quand même, hein. Donc je pense que ça va se retravailler tout ça. Voilà, donc bah écoute, on va passer au mot de la fin. Dis-moi, quel est ton top, quel est ton flop, quelle est ta note? top, j'ai déjà dit, hein, donc c'est la fin, Roman Reigns plat comme une carpette sous les coups de Braun Strowman. C'est très agréable de voir ça, c'est un moment. Et mon flop, c'est l'occasion manquée. J'aurais tellement aimé voir Jericho toute l'émission dans la cage avec un micro en main. Ça aurait Mhm. été juste génial, quoi. Et, ma... et la Exactement. note, bon, c'est un petit 2,5. Un petit 2,5, ouais. La moyenne. C'est ça. C'est un show moyen. Euh, Ouais, un show moyen. Ouais, alors quand c'est un show moyen, généralement, moi je mets le top à Chris Jericho parce que c'est toujours lui qui fait le show. Mais bon, cette fois-ci, je vais le mettre à Braun Strowman. J'aime bien ce push-là. J'aime bien quand il a détruit Titus et Sin Cara. J'aime bien le fait qu'il a explosé Roman Reigns. Voilà, c'est sympa de voir qu'il continue avec lui. Et puis qu'ils arrivent à booker un mec costaud. J'espère que ça continuera comme ça. Pour le flop, bah, je vais le mettre à Cédric Alexander et Noam Dar. J'ai trouvé ça trop nul. Je sais pas si Noam Dar, soit c'est un acteur de génie, soit il est complètement à chier. J'arrive pas, j'arrive pas à me décider. Même lui ne sait pas. Euh, c'est ça, même lui ne sait pas. Puis ça me fait chier qu'on doive regarder 205 Live là pour savoir ce qui se passe dans Raw. On a déjà assez de choses à regarder. Euh, voilà. Et puis pour la note, ouais, je crois que je vais me ranger à ton avis, un petit 2,5, c'est bien. C'était moyen. Bah, c'est un road Noël, hein. Euh, Un road Noël un au road lendemain Noël, d'un voilà. Pas pay-per-view, s'attendre donc Et puis il n'y avait pas beaucoup de catch, hein, au final. non. Beaucoup plus de segments que de matchs, hein. Voilà, bah, c'était ce Monday Nitro de Noël. Bah écoutez, je vous rappelle que si cette émission vous a plu, hein, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur PodCloud ou PodCloud, comme on préfère le dire, sur la chaîne des Cahiers du Catch sur YouTube. Euh, et n'oubliez pas, hein, de venir vous abonner. N'oubliez pas de venir aussi sur les Cahiers du Catch vous inscrire, parler sur les forums avec nous. On a aussi un Facebook c'est Catch-up CDC, si je ne dis pas de Non, c'est bêtises. bien ça. C'est ça, venez mettre vos commentaires. Tiens, on avait un Ah, commentaire d'ailleurs d'un, d'un auditeur qui nous demandait si on pensait que la fin de la PG era allait entraîner une augmentation des ratings. ok. Je Euh, suis pas bien sûr qu'on puisse parler de fin de PGR, hein. c'est ce que j'allais dire. L'émission est toujours PG rated, hein, donc pour tout public. C'est Là, on ça. l'a vu, quand ils ont diffusé ce soir à Raw les images de Roebuck and the Line, notamment de la fin du match, Sasha Banks contre Charlotte. Hein. À la fin, donc Banks elle saignait. Là, dans le replay de Raw, l'image où elle saigne, elle est en noir et blanc pour pas qu'on voit la couleur du sang. Ce qui montre Mm, bien que oui, en live, ils peuvent pas faire. En live, quand ils diffusent le roadblock, ils peuvent pas gommer le sang à l'écran. Mais dès qu'ils ont mm, un peu de montage ou d'autres, bah, ils le cachent. Donc, à mon avis, ils sont encore en RPG. Hein. mm. C'est clair. Parce qu'il y a eu aussi un changement au niveau du scénariste en chef qui a été viré de Raw Mm. et SmackDown. Maintenant, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment qui vire comme ça les scénaristes, hein, parce qu'au final, c'est quand même que Vince McMahon, hein, qui décide de tout. Donc les mecs ils sont souvent là pour se faire virer quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, quel que soit leur poste au final. Mais je pense pas que ça va révolutionner ce qu'on va voir dans dans le show. Alors c'est sûr qu'un peu plus de cul, un peu plus de violence, ça ferait peut-être pas de mal aux ratings, mais je ne pense pas qu'effectivement qu'on s'oriente vers la fin complètement de la Non, puis en PGA. plus, du coup, il y a deux choses à prendre en considération. C'est que oui, si tu rajoutes de la violence et du sexe, on va dire,
Tu vas récupérer peut-être un public qui va trouver le catch actuellement trop enfantin. Ok. Mm. Mais si tu vas vers ça, tu vas perdre justement les enfants, parce que les parents ils vont te dire non, attends, tu regardes pas ça parce que c'est trop violent, c'est trop Mm. subversif, trop sulfureux. Donc l'un dans l'autre, quelle est Ouais. la grosse part en termes de revenus? Soit ce que tu peux récupérer en allant un peu plus vers le non PG, ou les enfants et les parents qui vont acheter le merchandising. Donc il y a ça. C'est ça. Et puis ne pas oublier une chose, hein, dans la famille McMahon, il y a Linda McMahon qui est Mm. maintenant dans l'administration du nouveau président of United States, donc Trump. Et dans sa Exactement. carrière politique à cette Linda, il lui a été souvent reproché en scud par ses adversaires son lien avec la WWE. Et notamment la Mm. période non PG. L'attitude era, Mm. par Mm. exemple, a Mm. été un boulet politique au pied de cette nana. Donc là, maintenant qu'elle est dans Mm. l'administration du président des États-Unis, ils ne peuvent pas se permettre, à mon avis, de retourner vers du non PG. Faut Mm. qu'ils Mm. gardent cette, Mm. Ouais, et cette puis image un peu lisse. la PG era, enfin pardon, l'attitude era, c'était vraiment un cas de force majeure où ils étaient en mauvaise posture face à la WCW. Ils n'avaient pas le Mhm. choix pour remonter les trucs que de jouer la carte du sexe et de la violence. C'est pas du tout le cas aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de comment dire, il y a pas de, il y a personne en face, hein. Il n'y a pas de Ah oui, concurrence c'est ça. réelle. Puis ça va, ça va bien. Euh, J'ai vu les stats de tous les shows depuis sous l'année 2016, notamment après le Brand hmm. Split. Là, en moyenne, après le Brand Split, je crois qu'ils sont récupérés entre Raw et SmackDown par rapport à avant le Brand Split, ils sont récupérés quelques 1 million de spectateurs, je crois, par semaine, quoi. Mm, mm, Parce que mm. Et puis les revenus c'est ça. augmentent au niveau de, en termes de revenus, ça Euh, augmente, même si c'est pas les scores les plus élevés qu'ils non, ont eu. Il y a parfois des records historiques de ratings un peu bas, mais ça c'est lié à la télévision en général. Et puis voilà, c'est vraiment, ça se porte bien, hein, la WWE, faut pas croire, hein. Il fit comme on dit, hein. C'est une entreprise qui rapporte du pognon, une multinationale qui fonctionne et parfaitement d'ailleurs, bien. au montage d'une fédération, d'un tournoi en Angleterre, avec l'objectif de monter un show hebdomadaire en Angleterre, donc aussi là, Ouais, ouais, une ouais, ouais. expansion Ah, ça, internationale pour pouvoir certes bloquer certains catcheurs anglais pour pas qu'ils aillent sur des networks concurrents en Angleterre, mais Mm, si mm, s'ils mm. font Ouais. ça, ils investissent de l'argent quand même, donc C'est ça, c'est ça. Non, ils sont vraiment pas dans une période de non, crise en pas du tout. vérité, hein. La WWE, même s'il y a beaucoup de fans qui crient au scandale parce que c'est pas assez, c'est un peu trop enfantin peut-être à leur goût, mais voilà, je pense pas que ça va s'orienter vers un truc qui soit plus Non. PG, hein. Voilà ce qu'il en était pour cette réponse. Voilà, bah écoutez, hein, continuez à vous poser des questions, hein, on s'embêtera pas à y répondre. Au contraire. Au contraire, et ça nous fait plaisir. Mais voilà, que l'émission quand même touche à sa fin. Mon cher pardon, Amiral Armbar, je te remercie beaucoup d'être Mais de venu. rien, toujours un plaisir. Plaisir partagé. Et puis ma foi les amis, je vous souhaite une belle semaine pleine de catch et n'oubliez pas d'écouter le supplément SmackDown, hein, qui va arriver incessamment sous peu. Ciao ciao les amis. Salut! Ouais, mais Hank, il va l'avoir une engueulée si c'est pas le bon chiffre. Ouais, ouais, Hank, hein, Il, il a qu'à être il a là, qu'à hein. regarder les matchs qu'il commente, hein, d'abord. Ouais, c'est bien C'est transien, ouais. ça, déjà. Sinon, il va se retrouver tout seul à faire son émission.